J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que tout va bien pour vous. Vraiment. Parce que du côté du pouvoir algérien, on dirait que le diagnostic est tombé et qu'il est sans appel. À ce stade, ce n'est plus de la politique. C'est une consultation psychiatrique qu'il faudrait organiser en urgence. Oui, urgence absolue. Quand on écoute certaines déclarations officielles, on se demande sérieusement si quelqu'un, quelque part, n'a pas oublié de fermer la porte de l'asile. Prenons le discours du premier ministre, prononcé lors de l'inauguration du train minier reliant Garadjibilet à Béchar, censé transporter du minerai de fer avant un nouveau voyage vers les complexes sidérurgiques d'Oran. Un événement industriel, donc. Sauf que la sortie médiatique, elle, relevait plutôt du surnaturel. Des propos invraisemblables, décrochés de toute logique, presque mystiques. Franchement, on aurait dit un épisode de science-fiction tourné en direct. Et ce n'est pas comme s'il s'agissait d'un dirigeant diminué par l'âge ou la fatigue. D'après sa biographie, il a à peine 55 ans, pas 90. Il sait très bien ce qu'il dit. Chaque mot était pesé. Et c'est bien ça le plus inquiétant. Devant les caméras nationales, face à tous les médias, il a expliqué au monde que l'Algérie serait une terre bénie parce que Dieu lui aurait offert du fer. Oui, vous avez bien entendu, le minerai comme preuve d'un amour divin particulier. Selon cette logique, le pays serait privilégié, protégé, favorisé d'en haut grâce à un gisement. Garadjibilet deviendrait presque un signe céleste, un lien direct entre le ciel et la géologie. On n'est plus dans l'économie, on est dans la théologie minière. La séquence a fait le tour des réseaux à une vitesse folle, buzz monumental. Les internautes n'en revenaient pas. Et franchement, difficile de leur donner tort. Parce qu'en 2026, entendre un chef de gouvernement expliquer la destinée d'un pays par un gisement de fer, il faut quand même oser. Regardez bien cette déclaration, elle mérite d'entrer dans les archives de l'absurde. Franchement, je reste sans voix. Plus j'écoute le début de cette prise de parole, plus je me demande comment la commenter sans lever les yeux au ciel. À ce niveau-là, c'est même plus une analyse politique qu'il faudrait faire. C'est déposer le micro et appeler un spécialiste. Parce que ce qu'on a entendu dépasse le simple dérapage verbal. Le chef du gouvernement a donc expliqué, très sérieusement, que le pays serait touché par une grâce céleste grâce à un gisement de fer. Oui, un minerai transformé en signe divin. Selon lui, ce serait la preuve d'une faveur venue d'en haut, presque un cadeau tombé du ciel. Là, excusez-moi, mais on quitte le terrain du journalisme pour entrer dans celui des urgences psychiatriques. On n'est plus dans l'exagération rhétorique, on frôle l'épisode délirant. Vous savez, ce genre de moment où quelqu'un bascule soudainement dans un discours complètement déconnecté, sans antécédent apparent. Les spécialistes parlent de crise aiguë, un emballement brutal de l'esprit. Et quand on entend ce type d'argumentaire, difficile de ne pas penser à ça. Alors, deux options. Soit il y a un vrai problème de lucidité, soit on est face à une stratégie bien calculée. Utiliser le registre religieux pour toucher une population sensible à ce type de discours, ça peut aussi être une manœuvre. Jouer sur la foi pour faire passer un message politique, c'est une vieille recette. Dans les deux cas, ça reste inquiétant. Parce qu'au final, qu'on parle d'égarement mental ou de manipulation consciente, le résultat est le même. On essaye de faire avaler une histoire mystique à la place d'une explication économique. Et ça, pour un responsable d'un tel rang, c'est tout sauf anodin. Remettons un peu de réalisme dans ce délire collectif. Contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, l'Algérie n'a pas le monopole du minerai de fer. Non, ce n'est pas le seul pays à posséder ce métal, et encore moins le plus gâté en la matière. L'idée selon laquelle la mine de Garadjibilet serait une sorte de signe céleste unique, un joyau offert par la main de Dieu, mérite sérieusement d'être revisitée à la lumière des faits. Prenez par exemple la Guinée. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, souvent classé parmi les plus pauvres de la planète, vient d'ouvrir l'un des plus gros gisements mondiaux de fer, à Simandou. Et ce n'est pas une fiction. Le projet est bien réel, massivement soutenu par des investissements chinois, et les premiers trains de minerais sont déjà en route vers Pékin depuis janvier 2026. Les chiffres donnent le vertige. 8,6 milliards de tonnes de réserves. Oui, vous avez bien lu. C'est plusieurs fois supérieur à ce que propose Garadjibilet.
Alors non, la fameuse mine algérienne n'est ni la troisième réserve mondiale, ni un cas d'exception. En comparaison, Simandou écrase la concurrence, y compris en qualité. Avec une teneur de 65% en fer, le minerai guinéen est nettement plus pur. Bref, si avoir du fer est une preuve d'amour divin, alors la Guinée a carrément reçu une déclaration enflammée des cieux. Et pourtant, personne ne s'est levé pour proclamer que ce pays était béni entre tous. Voilà pourquoi il est peut-être temps d'arrêter de faire passer de la géologie pour de la théologie. Le gisement de Gara Djebilet, avec son taux de fer oscillant entre 57 et 58%, ne joue clairement pas dans la même cour que Simandou. Là-bas, en Guinée, la richesse du minerai dépasse largement les standards algériens. Pourtant, et c'est là que tout bascule, la Guinée reste l'un des pays les plus démunis de la planète. Alors, dites-moi, avez-vous déjà entendu un responsable guinéen s'écrier à la télévision que son pays est comblé par le ciel? A-t-on vu un président guinéen brandir une roche de fer comme preuve vivante d'un privilège divin? Non, jamais. Parce que si l'abondance minière suffisait à décréter une bénédiction céleste, il faudrait alors conclure que Dieu distribue ses faveurs avec une logique douteuse. Et c'est là que le raisonnement s'effondre. À quelques jours du Ramadan, on aurait pu espérer un peu plus de retenue dans l'utilisation de concepts sacrés. Mais non, non seulement on malmène l'éthique et la politique, mais voilà qu'on piétine aussi le bon sens spirituel. On fracasse la logique religieuse à coups de discours miniers. On proclame des vérités mystiques là où il n'y a que de la géologie. Soyons clairs, si le fer était une preuve d'amour divin, la Guinée serait le paradis sur Terre. Et pourtant, elle croupit toujours au bas du classement mondial. Alors, à moins d'affirmer que Dieu agit de manière arbitraire, ce que personne n'oserait dire, il serait peut-être temps de redescendre sur Terre, littéralement. Prenons un instant pour faire le tour du monde, ou plutôt un petit tour express des pays comblés par le fer, ces fameuses nations que le ciel aurait, paraît-il, couvertes de bénédictions métalliques. Direction d'abord la Sierra Leone, pays classé parmi les plus pauvres de la planète, qui pourtant dort sur un matelas de fer estimé à 1 milliard de tonnes au site de Tonkolidi. Faut croire que la fortune divine a ses caprices. Ensuite, cap sur le Libéria. Là-bas, 4 milliards de tonnes de minerais sont extraites, notamment à Yekepa par le géant ArcelorMittal. Pourtant, le pays n'a toujours pas fait son entrée dans le club très fermé des nations riches et puissantes. Étrange bénédiction, vous ne trouvez pas? Continuons avec la Mauritanie, voisine directe de l'Algérie. Elle possède elle aussi un train minier de 700 km traversant le désert, dédié au transport du fer. La mine d'Atomaï recèle plus d'un demi-milliard de tonnes. Et pourtant, ce pays reste dramatiquement en queue de peloton en termes de développement. Comme quoi, le fer ne fait pas tout. L'Ouganda, malgré ses ressources en fer abondantes, lutte toujours pour s'extraire de la pauvreté. Même constat pour le Congo-Kinshasa, où les milliards de tonnes enfouies sous le sol du Katanga attendent toujours leur heure. Guerre, instabilité, misère, difficile d'y voir la marque d'un miracle céleste. Et que dire de l'Angola, du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire? Tous riches en fer, mais aucun n'a reçu le label « Pays élu de Dieu ». Et si vous pensiez que cela s'arrêtait au continent africain, détrompez-vous. L'Afghanistan, en plein chaos depuis des décennies, possède une réserve de 2,2 milliards de tonnes de minerais à haute teneur, entre 63 et 69% de pureté, bien au-dessus de ce que l'Algérie peut offrir. Alors si toutes ces nations baignées dans le fer sont toujours embourbées dans la précarité, faut-il vraiment voir dans un gisement la signature divine? Ou serait-ce plutôt une lecture mystique d'un phénomène géologique tout ce qu'il y a de plus terrestre? Prenez un instant pour contempler l'Afghanistan. Ce pays, ravagé par des décennies de guerre, ruiné, épuisé, fait partie des endroits les plus dévastés et appauvris de la planète. Pourtant, il regorge de minerais de fer. Alors quoi? Faudrait-il en conclure qu'il est chouchouté par le divin? Que le ciel l'a couvert de caresses célestes à coups de gisements métalliques? Et il n'est pas seul. Le Niger, la Centrafrique et bien d'autres figurent aussi au palmarès des terres riches en fer et pauvres en tout le reste. Mais si l'on pousse cette logique absurde jusqu'au bout, que faire de l'Australie et du Brésil, les deux plus grands producteurs mondiaux de fer,
Des tonnes, des montagnes, des océans de fer. Devons-nous comprendre que ces deux pays ont reçu eux aussi une visite céleste? Des prophètes en claquettes à Rio? Des révélations spirituelles au cœur du bush australien? Alors donc, à ce rythme, on pourrait ouvrir une nouvelle école de théologie, géologie divine appliquée. Mais non, ce n'est plus de l'analyse, c'est du burlesque pur. Une divine comédie version minerai. Ridicule. Le moment où le premier ministre algérien a pris la parole devant les caméras était censé être solennel. Au lieu de cela, c'était une plongée en eau trouble, un instant capté, diffusé, archivé et moqué partout sur les réseaux. Immortalisé dans la honte. Car ce discours censé unir ou inspirer n'a fait que révéler l'ampleur de la dérive. Des propos ahurissants, tenus avec le plus grand sérieux face à un gouvernement tout entier impassible. Non seulement ces dirigeants ne brillent ni par la compétence ni par la lucidité, mais ils donnent l'impression de naviguer à vue dans une barque de folie. Des têtes en perdition à la barre d'un navire en flammes. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que cette instabilité se propage. Elle se répand dans la société comme une fièvre. Parce qu'au fond, beaucoup de citoyens, sincèrement, naïvement, se mettent à croire que ce minerai de fer serait un ticket gagnant tombé du ciel. Comme si on avait découvert une baguette magique nationale. Depuis les années 70, l'Algérie baigne littéralement dans l'or noir et le gaz naturel. Une manne énergétique monumentale. Et pourtant, le pays nage-t-il dans la prospérité? Est-il devenu un modèle de stabilité, de paix et de progrès? Spoiler, non. Les caisses se sont remplies, mais les plaies n'ont jamais été refermées. On nous dit aujourd'hui que le fer serait une bénédiction encore plus grande, plus sacrée même. Sérieusement? Si le pétrole n'a pas su éviter la décennie noire, ni prévenir les émeutes d'octobre 88, ni calmer la révolte de 2019, ni mettre fin à la pauvreté ou à l'autoritarisme, comment un minerai ferait-il mieux? Ce genre de raisonnement, franchement, ne tient pas debout. Mais bon, en politique, le mensonge n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Les politiciens et le mensonge, c'est une vieille histoire d'amour. Ils le pratiquent avec une aisance qui frise le talent. Mentir n'est pas une entorse à la règle, c'est presque une clause du contrat. Mentir à tout un peuple, tout le temps, impossible. Même Abraham Lincoln l'avait compris. On peut tromper certains parfois, ou tout le monde un moment. Mais tôt ou tard, la vérité finit par cogner à la porte. Et justement, les récentes déclarations du premier ministre algérien, elles, ne relèvent plus de la simple bêtise politique. Non, on a franchi un cap. On est entré dans la zone du délire. De l'incohérence psychotique à ciel ouvert. Ce n'est plus un simple faux pas, c'est une alerte rouge psychiatrique. Il faut appeler un spécialiste tout de suite. Quelqu'un doit diagnostiquer, soigner, intervenir. Car à force de voir le pays dirigé par des esprits en roue libre, c'est toute la société qui risque de sombrer dans le même naufrage mental. Le pouvoir semble en proie à une crise collective de démence. Et personne ne tire le frein. Alors, récapitulons cette nouvelle théologie version sous-sol. Si le fer est une grâce divine, alors le pétrole doit être une sorte de VIP passe céleste. Dans ce cas, l'Arabie saoudite serait carrément l'adresse officielle du paradis. Les Émirats, l'Irak et tous les pays assis sur des océans d'hydrocarbures seraient donc les chouchous incontestés du ciel. Et pendant ce temps-là, le Japon et la Corée du Sud, presque dépourvus de richesses naturelles majeures, figurent parmi les nations les plus prospères, technologiquement avancées et stables du globe. Donc, si on suit cette logique mystico-minière, ces pays seraient mal aimés là-haut? Franchement, à ce compte-là, mieux vaut être oublié par le ciel et vivre comme à Tokyo que d'être favorisé divinement et galérer. Ce raisonnement tourne en rond et finit par se mordre la queue. Soit la prospérité n'a rien à voir avec ce qu'il y a sous terre, soit il faut accepter que la volonté divine fonctionne d'une manière franchement déroutante. Et je doute que ce soit le message que certains voulaient faire passer. Évidemment, on va nous dire qu'on exagère, qu'on dramatise.
Mais à entendre certains discours officiels, on a surtout l'impression que la réalité a été mise en pause. Comme si le pays avait basculé dans une dimension parallèle où les métaux parlent et les gisements remplacent les politiques publiques. On en arrive à se demander si ce sont des responsables politiques qui s'expriment ou des scénaristes de science-fiction sous caféine. Les frontières entre faits, croyances et fantasmes deviennent floues. Les rêves prennent la place des chiffres, les symboles remplacent les stratégies et la mise en scène supplante la gouvernance. Le plus troublant, c'est que ces paroles ne sortent pas de la bouche d'un chroniqueur fantasque ou d'un prédicateur isolé. Non, elles viennent d'un chef de gouvernement, face aux caméras, dans un cadre officiel. Et là, franchement, on atteint un point où le débat, l'analyse politique et même le journalisme semblent impuissants. À ce stade, ce n'est plus une discussion qu'il faut ouvrir. C'est un service d'urgence qu'il faudrait appeler. Parce que quand la direction d'un pays commence à confondre croyances personnelles et réalité nationale, on ne parle plus seulement de communication ratée. On parle d'un sérieux décrochage collectif.